Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, émission qui nous permet d'évoquer donc l'œuvre littéraire de notre invité ou bien, comme aujourd'hui, qui nous permet d'évoquer avec un historien, un spécialiste, une période ou bien un fait précis de notre récit national. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Michel Schepers, qui a été professeur d'histoire-géographie dans l'établissement scolaire Notre-Dame de France à Paris 13e jusqu'en 2019. Pour vous présenter succinctement, après vos études de droit à l'université Paris 2, vous avez effectué votre préparation militaire supérieure, choix de l'armée blindée cavalerie. Vous avez été élève officier de réserve à l'école d'application de l'arme blindée cavalerie de Saumur, mais également attaché de parquet au tribunal permanent des forces armées de Lyon. Ces dernières années, vous avez eu l'occasion d'écrire quelques articles d'histoire militaire qui sont parus dans la revue de l'association Saumur dont vous êtes adhérent, intitulée La Revue de la cavalerie blindée. Alors, dans cette émission, nous aurons l'occasion d'évoquer la grandeur de nos soldats dans les moments où la réalité des chiffres s'écarte au profit de l'honneur, de la grandeur, du courage et du sacrifice des hommes au seul profit de la patrie en danger. Nous évoquerons les cadets de Saumur. Ces hommes, ces gamins même, mal équipés et forcément à peine préparés au combat pour la plupart, ont été surnommés par l'ennemi les cadets de Saumur. Et c'est aujourd'hui en ces termes que nous nous rappelons de la bravoure de ces soldats. Après les événements de cette fin du mois de juin 1940, qui vont vous être relatés par notre invité, un colonel aura ces mots. Leur sacrifice, parmi d'autres aussi purs, aura maintenu l'âme de la patrie. Ils ont, en mourant, commandé à la France de se rebâtir, sur leur tombeau, à la haute taille de ses destins immortels. Nous répondrons aujourd'hui, à travers l'intervention de mon invité, à deux questions primordiales. Comment expliquer d'une part que des élèves officiers d'une vingtaine d'années, et les officiers qui les encadraient, aient accepté de mener au péril de leur vie du 19 au 21 juin 1940 ces combats perdus d'avance, à la veille de l'armistice, et d'autre part, afin de clarifier un peu le sujet, en quoi consistait la cavalerie française en 1940. Au travers de cette émission, je souhaiterais que l'on se souvienne du lieutenant Jacques Desplats, du lieutenant Gérard de Buffévent, de l'élève officier Jean Dunant, de l'aspirant Guy Roland-Gosselin, du lieutenant Jean-Pierre Roy-Marnier, du brigadier Jacques Defresne de Thiège, du lieutenant Jean Bonin, de l'élève aspirant Fouquet-Lemaître, du lieutenant de Saint-Germain, du lieutenant Perrin, du sous-lieutenant d'Anglejean, du lieutenant Gand, du capitaine Bleuze, du lieutenant Alain Pitiot, du lieutenant Fraisse et tant d'autres, qu'ils reçoivent tous ici notre hommage, ces nobles garçons de tout rang, de toutes armes, qui ont, dans cette guerre, rempli cet office premier de relier entre eux les troupes et leurs chefs, au péril, pour certains, de leur vie. L'émission d'aujourd'hui sera divisée en deux temps. Donc, dans un premier temps, je laisserai notre invité évoquer l'histoire des cadets de Saumur de manière étendue, en rappelant également l'histoire de la cavalerie française. Et dans un second temps interviendra les questions-réponses. Je pense avoir suffisamment accaparé le temps que nous avons. Et Monsieur Schepers, je vous laisse la parole tout en vous remerciant une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Que dire à propos des cadets de Saumur? Ce qu'on peut dire, me semble-t-il, c'est que, d'une façon générale, dans l'histoire militaire de la France, dans sa longue histoire militaire, il y a eu des hauts et des bas, heureusement beaucoup plus de hauts que de bas. Une des pires catastrophes qu'ait connue la France, incontestablement, ça a été en mai-juin 1940, la campagne de France qui s'est soldée par l'armistice du 22 juin. Cela étant, la France est ainsi faite que même dans ses pires catastrophes, son armée, malgré tout, est toujours capable d'actions d'éclat, d'actions héroïques. On peut par exemple penser à la campagne de France de Napoléon en 1814, dont on s'accorde à dire qu'elle a été la plus belle, et pourtant c'était la fin. On peut aussi penser à la charge des cuirassiers français à Reichshoffen, le 6 août 1870, des actions d'éclat en fait
l'armée française, en 1940, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, elle en a accompli quand même pas mal. Si ce n'avait pas été le cas, l'armée allemande n'aurait pas eu à déplorer environ 50 000 tués et 150 000 blessés. Cela dit, parmi ces actions d'éclat, je pense qu'effectivement, la plus connue, c'est celle qui est entrée dans l'histoire sous le nom de cadet de Saumur. Mais alors, comment expliquer donc que ces jeunes élèves officiers de réserve, et puis bien sûr les officiers qui les encadraient, aient accepté, à la veille de l'armistice, les 19, 20 et 21 juin, de mener des combats perdus d'avance? Tout le monde le savait. Il me semble que pour comprendre ça, il faut se faire une petite idée de l'état d'esprit de la cavalerie française. Dans l'infanterie française, il y a des formations d'élite. Les troupes de marine, par exemple, la Légion étrangère, les parachutistes, les chasseurs alpins, tel ou tel régiment d'infanterie. Mais globalement, c'est la cavalerie française dans son ensemble qui s'est toujours considérée, qui s'est toujours voulue comme une arme d'élite. Les cavaliers français, et plus encore leurs officiers, se sont toujours voulus les héritiers des chevaliers, les héritiers du temps des croisades. Et par ailleurs, ce point me paraît important, la cavalerie française a toujours su qu'elle devait être prête, le cas échéant, à des missions de sacrifice. Se sacrifier pour sauver le gros de l'armée, se sacrifier pour sauver l'infanterie. Exemple, eh bien justement, à Reichshoffen, le 6 août 1870, quand les cuirassiers français ont chargé l'infanterie prussienne, qui était bien en place et inentamée, elle savait très bien qu'elle allait à l'échec. Mais cette charge a permis au maréchal de MacMahon de faire décrocher son armée et de retraiter en bon ordre. Ça a sauvé le gros de son armée. Un mois plus tard, à Sedan, le 2 septembre, la division de cavalerie du général Marguerite a chargé tout aussi héroïquement. Elle n'a pas réussi à rompre l'encerclement opéré par les Prussiens, mais elle a fait l'admiration du roi de Prusse, Guillaume Ier, qui suivait le déroulement des combats avec sa jumelle, avec sa lunette, et qui s'est exclamé « Oh les braves gens !» quand il a vu les cavaliers français s'élancer. Dernier exemple, en mai 1918, au sud de Soissons, un régiment d'infanterie français était en très fâcheuse posture à cause d'une très violente offensive allemande. Un escadron du 10e régiment de chasseurs à cheval, réduit à 80 hommes, a reçu mission de charger l'infanterie allemande pour permettre aux fantassins français, exténués, de se grouper, de s'accrocher au terrain et de se redéployer. Eh bien, en fait, cette charge normalement était vouée à l'échec. En fait, elle a réussi, au-delà de toute espérance, parce que les soldats allemands ne s'attendaient pas du tout à être chargés par des cavaliers, l'effet de surprise a joué à plein, et presque tous les soldats allemands sont débandés. Un seul cavalier français a été blessé. Néanmoins, quand il s'était élancé, tous leurs camarades de l'infanterie étaient pâles d'émotion, ils ne pensaient pas les revoir vivants. Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'en juin 1940, les élèves officiers de l'école d'application de Saumur ont voulu se montrer dignes de leurs glorieux anciens. Voilà. Et bien sûr, également les officiers qui les encadraient. Cela dit, effectivement, pour clarifier le débat, il me semble qu'il faudrait aussi, avant de relater un petit peu en détail les combats, voir en quoi consistait la cavalerie française en 1940. En fait, durant la Première Guerre mondiale, il était apparu clairement qu'en raison de la multiplication des mitrailleuses et d'une façon générale des armes automatiques, sans parler des canons et des fusils à tir rapide, il était désormais très aléatoire pour des cavaliers d'aborder à cheval une ligne de feu continue. En fait, sauf si on pouvait bénéficier de l'effet de surprise, la nuit par exemple, ou par temps de brouillard, les charges de cavalerie désormais étaient le plus souvent vouées à l'échec, avant même d'avoir pu aborder les lignes ennemies. Par conséquent, au lendemain de la guerre, dans les années 1920, la cavalerie française s'est surtout exercée à combattre à pied, avec ses mitrailleuses, ses mousquetons, bien sûr, ses fusils mitrailleurs, ses lance-grenades. Désormais, ses chevaux lui servaient surtout à manœuvrer sur le champ de bataille avec fluidité, et notamment, bien sûr, dans les secteurs difficilement praticables ou impraticables pour les troupes motorisées, secteurs escarpés, par exemple, accidentés, boisés.
Ces nouvelles tactiques de la cavalerie ont été utilisées notamment au Maroc dans les années 1920-1930 pour, comment dirais-je, opérer la fin de la pacification du Maroc. Ces nouvelles tactiques ont donné d'excellents résultats. Cela dit, dans les années 1930, des progrès techniques sont intervenus. On a pu mettre au point des automitrailleuses un peu plus à l'aise en tout terrain. On a pu mettre au point des chars de combat nettement plus rapides que ceux de la Grande Guerre, qui n'allaient qu'à la vitesse d'un homme au pas, qui avaient aussi plus d'autonomie en carburant. Et par conséquent, dans les années 30, une véritable cavalerie blindée a pu apparaître et se déployer à l'initiative du général Weygand, qui a été général en chef, commandant en chef, chef d'état-major plutôt, de l'état-major, chef d'état-major de l'armée française de 1930 à 1935, qui était d'ailleurs de formation d'officier de cavalerie. Et désormais, à la fin des années 30, il y avait dans la cavalerie française des divisions légères de cavalerie, un Poitiers mécanisé, des divisions légères mécaniques entièrement mécanisées, avec des chars, des automitrailleuses, des motocyclistes, des véhicules semi-chenillés pour les dragons portés. Il y avait aussi, en temps de guerre, un renfort qui était prévu, 3 brigades de cavalerie à cheval, les 3 brigades de Spahis de l'armée d'Afrique, et il y avait aussi des cavaliers à cheval ou mécanisés dans les groupes de reconnaissance au service des divisions d'infanterie. Autrement dit, ce qui était autrefois l'exception, le combat à pied, est devenu dans la cavalerie française la règle. Voilà, en gros, ce que l'on peut en dire. Moyennant quoi, eh bien, évidemment, cette nouvelle organisation de la cavalerie française a eu sa traduction à Saumur, à l'école militaire d'application. Par conséquent, en juin 1940, il y avait 27 brigades d'une vingtaine d'élèves à Saumur, 550 élèves aspirants de réserve dans la cavalerie et 240 élèves aspirants de réserve du train, anciennement le train des équipages. Pourquoi cette réunion à Saumur de la cavalerie et du train? Eh bien, il faut savoir qu'en 1939, il y avait encore dans l'arme du train environ 90 000 chevaux, alors qu'il n'y en avait plus que 36 000 dans la cavalerie, puisqu'elle était en cours de mécanisation. À vrai dire, il y avait encore plus de chevaux dans l'artillerie, mais les officiers d'artillerie étaient formés à l'équitation dans leurs propres écoles de Poitiers et de Fontainebleau. En fait, il y avait bien sûr beaucoup de véhicules motorisés dans le train, mais la présence de ces chevaux s'expliquait par le fait qu'à l'époque, les 3/4 des véhicules automobiles en circulation dans le monde circulaient aux États-Unis. L'industrie automobile européenne était beaucoup moins développée que l'industrie automobile américaine, et par conséquent, il n'était pas possible aux grandes puissances européennes en temps de guerre de motoriser intégralement des armées de plusieurs millions d'hommes. Alors, l'école de Saumur, en septembre 1939, un nouveau chef en a pris le commandement, le colonel Michon, un très bon officier, un héros de la guerre précédente, et il a réussi à obtenir de très bons officiers pour instruire ses élèves à Saumur. On peut citer par exemple le lieutenant Desplat, qui a été major en sortant de Saumur en 1938, le lieutenant de Galbert, promis un grand avenir, le lieutenant Lifford de Buffévent, qui lui a été major de Saumur en 1937, un an avant Desplat, le lieutenant de Lalance, un nom prédestiné pour la cavalerie. Et maintenant, donc, venons-en à l'offensive allemande. En mai 1940, l'armée allemande est passée à l'attaque brutalement. Les choses pour l'armée française se sont dégradées au mois de juin. Le 15, Paris a été occupé par l'armée allemande. Le gouvernement français s'est réfugié à Bordeaux. Le 16 juin, le président du Conseil, Paul Reynaud, a démissionné. Le 17, il a été remplacé par le maréchal Pétain, favorable à un armistice. Néanmoins, le colonel Michon a réussi à obtenir que Saumur ne soit pas évacué, que l'école se défende, et pourtant, il ne disposait que d'un peu plus de 2000 hommes pour 40 km de front qu'on pouvait lui attribuer, ce qui était fort peu. Et ses combattants, pour l'essentiel, n'avaient que des armes légères. Quant aux chevaux, ils ont été évacués vers Montauban. Pourquoi ? Parce que l'école de cavalerie de Saumur allait devoir mener un combat uniquement défensif, statique, le long de la Loire, affronter de front une ligne de feu continue pour essayer de donner un coup d'arrêt à l'avance allemande, et par conséquent, ces chevaux auraient été plutôt une gêne qu'une aide. C'est pourquoi on a jugé plus sage de les évacuer. Alors, du coup,
les élèves officiers qui étaient au départ destinés aux formations à cheval, ils étaient surnommés à Saumur les crottins. Eh bien, on a confié aux crottins, entre guillemets, les missions les plus statiques, qui n'étaient pas les moins importantes, à savoir la garde des ponts. Il y avait 5 ponts principaux dans le secteur qu'il fallait garder. C'était des points stratégiques importants. Et alors, les autres élèves officiers destinés aux formations mécanisées, aux formations motorisées, qui eux étaient surnommés les cambouis, ils étaient plus nombreux. C'était pour l'essentiel des motocyclistes. Et ces élèves officiers motorisés ont constitué des forces de réserve susceptibles de se porter rapidement du fait de leur mobilité en tel ou tel point en cas d'attaque allemande, parce que, bien évidemment, vu les faibles effectifs dont Michon disposait, il n'était pas possible de tenir l'ensemble de la ligne. 2000 hommes pour 40 km de front, ça faisait à peine un combattant pour 20 mètres de front. Et par contre, en face, arrivait vers Saumur la première division de cavalerie allemande, commandée par le général Felt, qui devait être épaulée sur sa droite par la première division d'infanterie, soit à peu près, selon les estimations à l'époque, 40 000 hommes. Autrement dit, les jeunes Français allaient devoir se battre à 1 contre 20. Ça ne laissait pas augurer de grandes chances de succès. Néanmoins, leur détermination était sans faille, et celle de leurs officiers également, cela va sans dire. Alors, comment se présentait le front qu'ils allaient devoir essayer de tenir? Donc, environ 40 km de Caen de Saint-Martin à l'est, au confluent de la Vienne et de la Loire, au village du Toureil à l'ouest, avec 5 ponts par conséquent, 5 points stratégiques importants. Il y en avait 3 à Saumur. Le pont Napoléon, au nord de l'île aux Phares, l'île aux Phares étant une île sablonneuse sur la Loire, au sud de cette île, le pont Cessart, et à l'est de la ville, juste à l'est de la ville, le viaduc du chemin de fer qui enjambait le fleuve d'un seul jet. À l'est du front, le pont de Montsoreau, non loin de Caen de Saint-Martin, non loin du confluent avec la Vienne. Et à l'ouest, du côté du village du Toureil, un autre village avec 2 ponts, là aussi, de part et d'autre d'une île sablonneuse, les ponts de Gênes, Gênes, G-E-2-N-E-S. Alors, quel est l'armement dont allaient bénéficier, si je puis dire, ces jeunes élèves officiers? Il était médiocre en quantité et en qualité. Globalement, ces élèves officiers avaient leurs mousquetons, ils avaient en tout 34 mitrailleuses, ils avaient 232 fusils mitrailleurs, ils avaient 10 canons anti-chars, pas un de plus, ils avaient 7 mortiers Brandt de 81 mm, pas un de plus, 8 chenillettes Renault, modèle 1932, munis d'une mitrailleuse. Ils avaient 4 automitrailleuses, de marque Lafly, modèle 1932, ou bien Panhard, modèle 1935. Ils avaient un peloton de 5 chars de combat Hotchkiss H-39, modèle 1939, canon de 37 mm, et un peloton de 7 chars ACGI, c'était en fait des Renault H-35 modifiés, là aussi, modèle 1935, là aussi armés d'un canon de 37 mm. Donc, ce n'est pas grand-chose, et en plus, c'était des armes d'instruction, des armes qui avaient été 1000 fois démontées, puis remontées, pas toujours habilement, des armes qui étaient usées, et par conséquent, les FM et les mitrailleuses, les fusils mitrailleurs et les mitrailleuses étaient susceptibles, malheureusement, de s'enrayer à tout moment. Par conséquent, ces jeunes élèves officiers n'avaient pratiquement pas d'artillerie, très peu, presque pas, et malheureusement, tout le monde le sait, l'aviation française, en mai-juin 1940, brillait surtout par son absence. Alors, heureusement, ils pouvaient compter sur quelques soutiens, 4 détachements de tirailleurs algériens, quelques éléments d'un régiment de dragons, du 19e régiment de dragons, un groupe de reconnaissance divisionnaire et surtout une excellente unité, le groupe franc motorisé de cavalerie du capitaine Denechez. Groupe franc, par définition, composé uniquement de volontaires et qui venait de se battre héroïquement en Normandie avec son escadron motocycliste, son peloton d'automitrailleuses et son peloton de chars. Donc, un peu plus de 2000 hommes en tout pour une quarantaine de kilomètres de front. C'était vraiment très peu pour affronter les 40 000 soldats allemands et notamment la première division de cavalerie du général Felt qui, elle, recrutait en Prusse orientale, cette division de cavalerie, et qui, elle, comprenait 4 régiments de cavalerie montée, un régiment d'artillerie à cheval, un bataillon blindé, un bataillon cycliste, un bataillon du génie, un bataillon de transmission,
un détachement de reconnaissance motocycliste et un groupe logistique divisionnaire, excusez du peu. Et qui plus est, cette division de cavalerie devait être soutenue sur sa droite par la première division d'infanterie allemande, dont en tout 40 000 hommes contre, mettons, 2200. Alors, le colonel Michon, évidemment, ne se faisait pas beaucoup d'illusions. Le 16 juin, il a réuni tous ses élèves officiers et il leur a fait un discours. Il leur a dit ceci: « Messieurs, la situation est désespérée. Nous devons, à l'honneur de la cavalerie, de défendre les postes de Saumur, même si cela ne doit servir à rien. Nous devons protéger 40 km de rive de la Loire. Aidés de quelques soldats en déroute, nous serons environ 2200. Selon les informations de l'état-major, ce sont quelques 40 000 Allemands qui sont en direction de notre secteur. Notre devoir est de mourir ici. Cette mort est un honneur que l'on nous fait. » Eh bien, les élèves officiers ont très bien réagi. Malgré la démarche du maire de Saumur, 2 jours après, M. Robert Ami, qui aurait voulu que sa ville, comme beaucoup d'autres maires, soit déclarée ville ouverte, autrement dit que l'armée française l'évacue pour éviter les destructions, Robert Ami a téléphoné à l'état-major à Poitiers, où s'était replié l'état-major, donc, mais le général Vary, qui commandait la 9e région militaire, ne s'est pas laissé fléchir. Saumur allait se défendre, la ville ne serait pas évacuée. Alors, comment le colonel Michon a-t-il organisé la défense de la Loire de part et d'autre de Saumur? Dans la ville même de Saumur, le secteur nord de l'île aux Phares était tenu, avec le pont Napoléon, par la brigade du lieutenant Lifford de Buffévent. Le secteur sud, avec le pont Cessart, par la brigade du lieutenant. Juste à l'est, le viaduc du chemin de fer, par la brigade du lieutenant de la Lance. Et à quelques dizaines de mètres de cette brigade, il y avait le poste de commandement du lieutenant de Saint-Germain, qui faisait fonction de chef d'escadron pour les troupes montées, mais les troupes montées qui avaient été mises à pied, en fait. Il a établi son poste de commandement dans une grotte à flanc de falaise. Alors, à 10 km à l'est de Saumur, à Montsoreau, les abords du pont étaient tenus par la brigade du lieutenant Trastour, qui avait posté sur la rive nord en sentinelle motocycliste. Mais l'essentiel de la brigade était bien sûr au sud de la Loire, sur les hauteurs de la rive gauche, donc, avec notamment une mitrailleuse en batterie en haut de la colline et dans une grotte à mi-hauteur, un canon anti-char dans une caverne. Donc, c'était les points forts de son dispositif. Alors, au sud-sud-ouest de Gênes, donc dans la partie ouest du dispositif, à Milly-le-Megon, était stationné l'escadron motorisé du capitaine Foltz, un des 3 escadrons motorisés. Chaque escadron comprenant 5 brigades, ça faisait environ 100 hommes en tout pour chaque escadron, avec surtout donc des motocyclistes qui jouaient le rôle de force de soutien pour pouvoir se porter rapidement sur un point menacé, mais qui jouaient aussi le rôle, éventuellement, pour les meilleurs d'entre eux, d'estafettes motocyclistes, car malheureusement, l'école de cavalerie manquait de postes radio, et d'ailleurs, toute l'armée française manquait cruellement de postes radio. Ça a été d'ailleurs une des causes majeures de la défaite en 1940. À Gênes, donc, environ 15 km à l'ouest de Saumur, sur la rive sud de la Loire, et puis dans l'île sablonneuse au milieu, il y avait la brigade du lieutenant Desplat. Et tout à fait à l'ouest, à la hauteur du village du Toureil, il y avait une compagnie du train, anciennement donc du train des équipages, une centaine d'hommes commandés par le lieutenant Roy Marmier, qui faisait fonction de capitaine, qui faisait fonction de commandant de compagnie. Alors, un des points forts du dispositif, c'était ici, à environ 5 km à l'est de Saumur, dans les vignes, le village de Champigny. C'est là qu'était stationné un autre escadron motorisé, celui du capitaine de Saint-Blanca, qui avait établi son poste de commande dans une ferme à proximité du village, la ferme d'Aunis, qui va jouer un rôle important. 3 de ces 5 brigades, celles du lieutenant Gantois, du lieutenant Houguin, du lieutenant de Saint-Paul, ont pris position dans les bâtiments de la ferme, les 2 autres à proximité, les brigades du lieutenant de Marolles et du sous-lieutenant de Favitsky. Alors, bien évidemment, une des missions traditionnelles de la cavalerie, qu'elle progresse ou qu'elle batte en retraite, c'est de chercher à établir ou à maintenir le contact avec l'ennemi pour pouvoir en permanence renseigner le commandement. Et ben, c'est pour ça qu'on a envoyé patrouiller au nord de la Loire, une quarantaine de kilomètres au nord de la Loire, 2 groupes de motocyclistes qui avaient donc pour charge de repérer
l'avancée des troupes allemandes, leur unité d'avant-garde, leur rythme de progression, leurs axes de progression. Donc, ils devaient patrouiller du côté des localités de La Flèche et de Lude. Mais évidemment, pour l'essentiel, la journée du 18 juin, pour l'ensemble des élèves aspirants de réserve, ça a été une attente, une longue attente. En fin d'après-midi, le 18 juin, le colonel Michon a installé son poste de commandement dans une villa située à proximité du château de Saumur, sur les hauteurs de la villa des Grandes Brises. Là, il avait une excellente vue, il dominait toute la ville. Il a envoyé par estafette motocycliste des messages, notamment au poste de commandement du capitaine Fols, à Millau. Lecture en a été faite aux élèves qui ont écouté au garde à vous. Et dans ce message, le colonel Michon disait ceci: « Pour empêcher l'ennemi de franchir la Loire, résister sur place jusqu'à la mort pour sauver l'honneur du drapeau et protéger le lent écoulement de nos armées vers le sud. » Protéger le lent écoulement de nos armées vers le sud en résistant jusqu'à la mort, encore une mission de sacrifice pour la cavalerie française. En fait, l'armée dont il fallait protéger le lent écoulement, c'était l'armée de Paris, l'armée commandée par le général Hering et qui progressait vers Tours à marche forcée pour essayer justement d'échapper à l'encerclement par les troupes allemandes. Et quand je progressais à marche forcée, c'était au sens propre du terme, car à l'époque, en 1940, la grande majorité des régiments d'infanterie dans l'armée française étaient encore non motorisés, même que la grande majorité des régiments d'artillerie étaient encore hippomobiles. À vrai dire, c'était aussi le cas généralement dans les autres armées, notamment dans l'armée allemande, dans l'armée soviétique, et d'ailleurs, dans l'armée allemande et dans l'armée soviétique, c'était toujours le cas en 1945, à la fin de la guerre, alors que ce n'était plus le cas dans l'armée française d'Afrique, qui a été en grande partie motorisée par les Américains en 1943. Alors, l'alerte, finalement, par qui a-t-elle été donnée? Non pas par les éclaireurs motocyclistes envoyés au nord de la Loire, mais par la SNCF. Le 18 juin, à 21h, le chef de gare de Château-du-Loir, c'est une petite localité à 60 km au nord-est de Saumur, a téléphoné à son collègue de Château-Lavalière, un peu plus au sud, et il lui a dit ceci au téléphone: « Je vois passer l'avant-garde allemande. Prévenez notre collègue de Saumur et qu'il avertisse l'école. » Voilà comment l'alerte a été donnée. Alors, les premiers combats ont commencé le 19 juin dans la nuit, peu après minuit, aux abords du pont Napoléon de l'île aux Phares, donc dans la partie nord de Saumur. Un canon anti-char de 25 mm avait été mis en batterie au débouché sud du pont. Les servants ont été alertés peu avant minuit par une réfugiée attardée qui leur a dit en passant: « Les Allemands arrivent, vous savez, ils sont tout prêts. » Et effectivement, au bout de quelques temps, ils ont entendu une sorte de ronflement assourdi et régulier, même que le lieutenant de Buffet-Vent, qui était sorti de son PC, manifestement, une colonne allemande approchait. À minuit 15, on a discerné des silhouettes de cyclistes. À ce moment-là, évidemment, le lieutenant de Buffet-Vent a dit au servant du canon: « Feu !» Le canon aboie. Immédiatement, en écho, les mitrailleuses postées de part et d'autre ouvrent le feu par rafale également. Les cyclistes allemands du détachement précurseur se replient aussitôt. L'officier du génie responsable des ponts routiers se concerte avec l'IFOR de Buffet-Vent. Il faut faire sauter le pont immédiatement. Les Allemands sont là et effectivement, à 0h20, une gigantesque explosion. La troisième arche du pont de Napoléon s'effondre dans la Loire sur 8 mètres de long. Le pont est inutilisable. Cela dit, ce ne sont pas seulement les Allemands qui ont regretté la destruction de ce pont. Ce sont aussi les élèves qu'on avait envoyés patrouiller en moto du côté de la Flèche et qui sont revenus, qui ont constaté que le pont venait de sauter. Comment prévenir le lieutenant de Buffet-Vent? Il n'avait pas de radio. Celui à qui on avait donné le commandement, le AR Spaet, a essayé d'envoyer des messages en morse avec sa lampe de poche. Mais manifestement, ça n'a pas marché. Le lieutenant de Buffet-Vent a pensé que c'était une ruse des Allemands. Il n'a pas répondu. Spaet a commencé à être bien ennuyé, mais il a aperçu un caporal d'une petite troupe d'infanterie qui était à proximité. Ce caporal avait un clairon. Il l'a pris par l'épaule et lui a expliqué la situation. « Tu sais sonner ?» L'autre a répondu « Ben oui. »« Joue tout ce que tu peux.
de bonnes vieilles sonneries françaises, celles que les Boches ne peuvent pas jouer ou bien mal. Ben effectivement, c'est ce qu'il a fait et tout son répertoire y est passé, de la Madelon à la Marseillaise, en passant par la sonnerie Le Réveil, la Soupe et même Halte au feu. Finalement, évidemment, de l'autre côté, le lieutenant Liffort de Buvevant a compris que c'était bien des Français qui essayaient de communiquer avec lui. Il s'est approché, accompagné par 2 de ses EAR, et l'un avait réussi à dénicher un grand pavillon de phonographe qu'il a utilisé comme porte-voix. Et donc, il a crié à ses camarades sur la rive nord, « Vous ne pouvez plus passer ici. Continuez par la route d'Angers jusqu'à Gênes, le pont est encore intact. Enfin, pour l'instant. Sinon, il faudra aller jusqu'au pont de C. Les ponts de C, c'est une localité en aval de Saumur, environ 40 km au sud d'Angers. La patrouille a compris, elle a démarré à toute vitesse, elle a pris la route d'Angers sur la rive nord. Un quart d'heure plus tard, toujours dans la nuit du 19 juin, c'est un groupe de blindés allemands qui s'est approché. Évidemment, pas passé inaperçu. Le lieutenant de Buvevant a donné l'ordre à son tireur, feu à volonté. Le tireur a fait mouche. En réaction, les Allemands ont commencé à tirer au mortier sur les phares, notamment le long de la rue nationale, qui est l'axe principal de l'île. Mais le tireur français a continué à tirer imperturbablement. Son camarade qui servait la pièce avait réussi à dénicher dans la cave d'un hôtel un flacon de vieux cognac. De temps en temps, il s'en servait une rasade et de temps en temps, le tireur réclamait sa part. Et pourtant, la précision de son tir n'était pas affectée pour autant. Par la suite, il a reçu une décoration. Eh bien, la décoration, la citation qu'il a eue, lui a reconnu la destruction de 7 blindés allemands. Quant aux motocyclistes envoyés sur la rive nord en reconnaissance, ils sont arrivés jusqu'au pont de Gênes, donc à l'ouest du dispositif. Ils ont fait halte. Spaeth, qui les commandait, s'est approché à pied du pont. Mais juste au moment où il approchait, un cri a retenti en français, « Halte !» Avancez à l'ordre, les mains en l'air. C'était un de ses camarades de la 11e brigade, de la brigade du lieutenant Desplat. Et à ses côtés, d'ailleurs, il y avait le lieutenant Desplat, revolver au poing, il ne riait pas. Alors Spaeth a essayé de s'expliquer. « Mon lieutenant, je commande le 2e groupe du lieutenant Garnier, de la 18e brigade. Nous devons rejoindre le lieutenant à Saumur. » Mais Desplat ne l'a pas cru. « Qui me prouve que vous êtes bien ce que vous prétendez ? Le lieutenant Garnier est passé ici il y a plus d'1 heure et il ne m'a pas parlé de vous. Si Garnier avait su que vous deviez passer par ici, il m'aurait averti, il ne l'a pas fait. » « Forcément, mon lieutenant, » Spaeth a répondu, puisqu'il pensait que, suivant ses ordres, nous repasserions par Saumur. Il ne savait pas que le pont avait sauté. Desplat, pour le coup, est convaincu, mais il lui dit « Passez par Angers. Ici, les barricades sont en place, on ne va pas les monter maintenant. Les Allemands peuvent être là d'une minute à l'autre. » Oui, mais Spaeth a répondu « Angers est trop loin, mon lieutenant. Nous n'avons pratiquement plus d'essence. Bon, je vous crois. Allez chercher vos camarades, vite. » Le pont était barré en fait par de longues tiges métalliques, des rails qui étaient plantés à 1 mètre de hauteur dans le tablier métallique de l'ouvrage. Donc, il a fallu effacer les motos. Une moto, c'est plus de 100 kg. Et beaucoup étaient équipés de sidecars. L'ensemble faisait 300 kg. Il a fallu faire passer les motos, les sidecars, par-dessus les barres métalliques à 1 mètre de hauteur. La manœuvre a été dure, mais elle a réussi. Les motocyclistes ont pris quelques instants de repos et ensuite ont pris la route de Saumur. De l'autre côté de Saumur, à l'est, du côté du pont de Montsoreau, eh bien, les hommes de la brigade du lieutenant Trastour étaient un peu nerveux parce que depuis 2 heures, ils entendaient des combats à leur gauche, à l'ouest, à Saumur, mais en face, il ne se passait toujours rien. Puis ils avaient vu bien sûr la destruction du pont, l'immense flamme rouge qui avait marqué la destruction du pont Napoléon. En fait, les Allemands qui devaient s'emparer par surprise du pont de Montsoreau en avaient plein les jambes. Ils avaient fait 180 km à vélo depuis la veille, accompagnés par une batterie du 1er régiment d'artillerie à cheval. Donc les cyclistes et les chevaux étaient épuisés. Ils ont quand même fini par arriver à 2 heures du matin. Les premiers Allemands se sont approchés du pont, mais les 200e motocyclistes les ont repérés. Elles ont donné l'alerte aux tirailleurs algériens qui étaient de garde à l'entrée du pont. Tout le monde s'est replié. Un des motocyclistes a ouvert le feu au mousqueton et il a tué net un sous-officier allemand.
Ensuite, tous les motocyclistes et les tirailleurs algériens ont rejoint la rive sud. Le lieutenant Trastour a raconté que tout son monde avait rejoint. Il s'est adressé à son collègue du génie, Martin, faites sauter le pont. Le lieutenant Martin a pressé l'épaule de son sapeur. Feu, immense flamme jaune, explosion assourdissante. La troisième travée du pont de Montsoreau s'est effondrée dans la Loire, brisée nette. L'attaque surprise des Allemands vient d'échouer. Les cyclistes allemands, quant à eux, ils se sont repliés à l'abri des arbres avec le corps de leur sous-officier qui venait d'être tué. Donc, le pont Napoléon vient de sauter, le pont de Montsoreau vient de sauter, il reste entre les deux le viaduc chemin de fer. Mais à 3 heures du matin, c'est chose faite, sur instruction du lieutenant de la Lance, il saute à son tour, la superstructure métallique de l'ouvrage émerge à peine de l'eau, même un singe ne pourrait plus passer. Et pendant ce temps-là, à l'ouest du dispositif, toujours rien, en particulier du côté de Milly-le-Megon, là où était l'escadron motorisé de Petite-Fosse. Un de ses lieutenants, le lieutenant Bonin, en a profité pour aller voir au presbytère le curé du village. Bonin était un fervent catholique, comme la plupart de ses officiers, comme la plupart de leurs élèves officiers. Il a réveillé donc en pleine nuit le prêtre et il lui a expliqué que les combats étaient imminents, que vu la disproportion des forces, beaucoup de jeunes élèves officiers allaient perdre la vie et par conséquent, le curé acceptait avec empressement de se rendre à l'église du village. Et là, de 3 heures à 5 heures du matin, il a entendu les jeunes élèves en confession, il leur a donné l'absolution. À 5 heures, il a célébré la messe. Pratiquement tous les élèves et tous les officiers étaient là, sauf ceux qui étaient de garde, une centaine d'hommes. Plus de 2000 obus sur la ville de Saumur, qui ont fait vraiment de dégâts, qui ont fait des dizaines de victimes dans la population civile. Néanmoins, un des quartiers de la ville a été soigneusement épargné par les tirs, celui qui abritait, bien sûr, l'école de cavalerie. Les Allemands la voulaient intacte. Alors, dans la journée du 19 juin, eh bien, les élèves officiers de la brigade du lieutenant Perrin, au sud de l'île aux Phares, ont tiré au mortier par-dessus l'île aux Phares sur la rive nord. Les tirs étaient réglés par l'un des élèves officiers qui était en position d'observateur sur le toit du théâtre. Dans le même temps, les automitrailleuses du premier groupe front de cavalerie, commandé par le sous-lieutenant d'Anglejean, ont arpenté les rues de l'île aux Phares qui longeaient la Loire et ils tiraient en marche sur la rive nord, sur les positions allemandes. Leur mobilité leur permettait d'échapper aux tirs de l'artillerie allemande. En fin d'après-midi, le colonel Michon s'est rendu compte que son poste de commandement près du bateau était trop exposé. Les Allemands l'avaient repéré à cause des mouvements des éclaireurs motocyclistes. Et donc, l'artillerie allemande commençait à encadrer le secteur. Du coup, le PC a très rapidement été déplacé et le nouveau poste de commandement a été installé dans une petite auberge discrète près de l'aéroport de Terfort, à l'ouest de Saumur. Peu après 19 heures, il y a eu concertation entre le lieutenant d'Anglejean, donc du groupe front de cavalerie, le lieutenant de Buffan et le lieutenant du génie. Celui-ci leur a expliqué qu'en cas d'attaque rapide des Allemands, n'auraient pas le temps de détruire le pont sud, le pont Cessart. Donc les deux officiers de cavalerie ont donné leur accord. Et à 19h30, le pont Cessart a sauté. Désormais, la brigade de Puzévan était isolée dans l'île. Alors, c'est vers 16h, le 19 juin, que le lieutenant Desplat a repéré à la jumelle l'arrivée en vue de la Loire des éléments précurseurs de la première division d'infanterie qui venait épauler la division de cavalerie. Et donc, il a dit à son collègue du génie, à son camarade du génie, le lieutenant Falk, les Allemands sont là, il faut immédiatement faire sauter le pont Nord. Chose faite à 16h. Les Allemands se sont déployés le long du fleuve. Gênes, le village a été violemment bombardé. Plusieurs maisons ont pris feu. À 21h, il y a eu une première tentative de débarquement des Allemands sur l'île de Gênes, dans la partie ouest. Mais les tirs nourris des élèves officiers l'ont mis en échec. Les Allemands ont rembarqué. Plusieurs canaux pneumatiques ont été détruits. Échec de la première tentative de débarquement. Le lieutenant Desplat était très content du comportement de ses élèves. Il a téléphoné au capitaine Fols, Sardio en panne,
Il lui a dit: mon capitaine, vous pouvez dire au commandant Lemoine, le chef d'état-major du colonel Michon, que tout va bien. Le moral de mes élèves est magnifique. Alors en fait, Desplat était d'autant plus content qu'il s'était toujours fait une très haute idée de la cavalerie française. Juste avant son mariage, peu avant la guerre, il avait écrit, je cite, qu'il était très heureux de faire partie de la plus belle arme du monde, la cavalerie française. Donc Desplat se dépense sans compter. Il est toujours accompagné de son chien, un certain Nelson, un Herdal terrier qui ne le quitte pas d'une semelle. Il donne de précieux conseils à ses élèves, notamment sur deux mitrailleuses qui soumettent les Allemands à un feu d'enfer. Il leur dit: arrêtez le tir, vous visez une automitrailleuse contre laquelle vous ne pouvez rien. Il fait aussi l'éducation morale de ses élèves. Et il leur dit à un moment: au front, on fait une bonne fois le sacrifice de sa vie. Après cela, on est un soldat. À 22h30, deuxième tentative de débarquement des Allemands, deuxième échec. Mais du coup, l'officier du génie est inquiet et à 23h, sans même en référer au lieutenant Desplat, il fait sauter le pont sud. Du coup, la 11e brigade du lieutenant Desplat est maintenant isolée dans son île. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 20 juin? La journée du 20 juin va se traduire par des attaques massives des Allemands tout le long de la ligne, tout le long du front. Et malgré l'immense courage des jeunes défenseurs français, leur écrasante supériorité numérique va peser de tout son poids. Le 20 juin, à 5h du matin, troisième tentative de débarquement allemand sur l'île de Gênes, et celle-là, malgré les tirs nourris des jeunes élèves, celle-là, elle réussit. Les Allemands prennent position dans la partie ouest de l'île. Mais il leur faut encore 1 heure de combat intense pour venir à bout de la résistance des jeunes Français. Desplat, de nouveau, se dépense. Il court d'un emplacement à l'autre pour suivre son chien, il encourage ses élèves. Il constate que les soldats allemands sont bien commandés, qu'ils manœuvrent très bien. C'est au cours d'une de ses missions de reconnaissance auprès de ces groupes de combattants qu'il reçoit un éclat d'obus. Du coup, il tombe au pied d'un saule, il essaye de sortir son pansement individuel, et c'est alors qu'il essaye de se penser qu'il est tué net par un nouvel éclat d'obus. Son chien, lui, est blessé et hurle à la mort. Ceux de ses élèves qui n'ont pas été tués continuent de combattre, mais au bout d'un moment, ils sont obligés de se rendre à court de munitions. Les Allemands acceptent que soit enterré sur place en présence de 4 jeunes élèves le débat. Ils lui rendent les honneurs, pas seulement les 4 élèves officiers, et reste le chien, bien sûr, le pauvre Nelson, qui hurle à la mort, qui est blessé. Le lieutenant allemand propose aux 4 jeunes Français de l'achever lui-même avec son pistolet, et les 4 jeunes Français acceptent avec reconnaissance. Alors, non seulement les Allemands, le 20 juin, ont réussi à prendre pied sur l'île sablonneuse de Gênes, mais ils ont réussi à franchir un peu plus à l'ouest le fleuve et à prendre pied sur la rive sud à peu près après, parce qu'un trou de presque 2 km s'est créé le dispositif de défense français. Une des brigades du train a décroché, le lieutenant qui la commandait a jugé que sa position était intenable. Et donc, il a donné l'ordre à ses élèves de se relier sans même en avertir son chef, sans même en avertir le lieutenant Roy-Marmier. Du coup, évidemment, les Allemands s'en sont rendus compte, ils en ont profité et ils ont débarqué sur le sud de l'île. Néanmoins, les élèves du lieutenant Roy-Marmier de la compagnie du train ont continué le combat très vigoureusement. Leur chef, le lieutenant Roy-Marmier, était un très bon officier, un excellent tireur. Il donnait d'excellents conseils. À un moment, il a saisi lui-même un mousqueton et s'est mis à tirer sur les Allemands, comme sur le champ de tir de l'école, devant ses élèves qui étaient béats d'admiration. Il faisait mouche presque à tous les coups, mais à un moment, il a entendu des rafales de pistolets mitrailleurs sur sa gauche. Et là, il a compris tout de suite. Il savait très bien qu'il n'y avait pratiquement pas de pistolets mitrailleurs dans l'armée française, et donc il a compris que c'était les Allemands qui avaient réussi à franchir le fleuve. Du coup, comme en plus ses élèves venaient lui signaler qu'ils étaient à court de munitions, il leur a dit: ils ont dû passer la Loire, repliez-vous vers les hauts sur mon PC, puis dans le bois derrière.
Ses élèves se sont repliés calmement, posément. Le lieutenant-roi Marmier a couvert leur retraite en continuant à tirer soigneusement sur les Allemands, en veillant à ne laisser personne en arrière. Et c'est au moment où ses élèves atteignaient le bois que malheureusement, il a été atteint de plein fouet par un obus de mortier allemand qui lui a arraché la tête et le bras gauche. Seulement, ce n'est pas seulement du côté de Gênes que les combats 20 juin ont pris de l'intensité. À partir de 6 heures du matin, c'est tout le front qui sont embrasés, d'est en ouest. L'artillerie allemande, tout le long de la ligne, s'est déchaînée et le colonel Michon n'avait pas grand-chose à lui opposer à l'artillerie allemande. Il avait bien reçu de l'école de Poitiers un détachement d'artillerie, mais l'officier qui le commandait lui a expliqué que, faute de transmission radio et faute d'observatoire valable, vu la configuration du terrain, vu le relief, il n'avait aucune vue d'ensemble de la situation et par conséquent, il ne pouvait pas agir efficacement. Du coup, le colonel Michon a simplement envoyé ce détachement d'artillerie en mission anti-char sur les lisières sud-est de Saumur. Il n'a pratiquement servi à rien, ce qui veut dire qu'en fait, pour résister aux batteries allemandes de 77, de 105, de 150 mm, les défenseurs français n'avaient que leurs quelques mortiers et leurs quelques canons anti-chars, autrement dit, vraiment pas grand-chose. Donc, le 20 juin, peu après 6 heures du matin, les Allemands ont entrepris de franchir la Loire en force à l'est de Saumur, depuis le village de Villebernier sur la rive nord, une compagnie du génie de la division allemande de cavalerie. Mais les élèves officiers du train du lieutenant Noirtin leur ont opposé un tir nourri et ils ont été aidés par les tirs très efficaces des automitrailleuses du premier groupe franc de cavalerie. Du coup, la compagnie allemande du génie a perdu presque tous ses canons. De nombreux soldats allemands sont morts noyés, ont été tués par les balles. Seulement, sur sa gauche, les canons pneumatiques du 3e escadron cycliste, eux, n'ont pas essuyé trop de pertes, car ils ont pu mener leur action dans un angle mort des positions françaises. Et les Allemands s'en sont rendus compte. Du coup, ils ont fait passer exactement au même endroit, en renfort, la 2e compagnie allemande du génie, puis le 2e escadron cycliste, ce qui fait qu'ils ont pu réussir à prendre pied très solidement sur la rive sud. Dès lors, des sapeurs, des pionniers du génie ont mis en place un ponton en assemblant des barges. Des camions ont pu franchir le fleuve avec des munitions, avec des renforts. À partir de ce moment-là, évidemment, malheureusement, l'avantage du nombre a pesé de tout son poids en faveur de l'ennemi. La brigade Noirtin a été menacée d'encerclement, elle a été obligée de se replier. Les Allemands se sont emparés du village du Petit Puy, à l'est de Saumur, sur la rive sud, et c'est à proximité de ce village, justement, qu'est arrivé à ce moment-là un éclaireur motocycliste du premier groupe franc de cavalerie. Mais ce n'était pas n'importe quel motocycliste, c'était le célèbre musicien, organiste et compositeur Jehan Alain, qui s'était porté volontaire pour ce groupe franc de cavalerie et qui, arrivé à proximité du village du Petit Puy, a été pris à partie par tout un peloton allemand qui s'est dirigé vers lui en tirant toutes ses armes. Il s'est dirigé vers lui parce qu'il n'a pas fait demi-tour, comme il aurait pu le faire. Il est descendu de sa moto, il a mis son fusil mitrailleur en batterie et il a ouvert le feu. Ces rafales ont fauché une dizaine de soldats allemands, mais à la fin, il a été tué à son tour par une rafale de pistolets mitrailleurs allemands. Les Allemands sont approchés très prudemment, ils croyaient avoir eu affaire à tout un groupe de combat. L'officier allemand a constaté que Jehan Alain était seul, absolument seul, allongé à côté de sa moto, il en croyait à peine ses yeux. Il s'est mis au garde à vous et il a salué militairement sa dépouille. Après la prise de Petit Puy, les Allemands ont poussé leur avantage. Ils avaient repéré, grâce à leur avion d'observation, la ferme d'Aunis, qui servait de PC au capitaine de Saint-Blanca. Ils avaient repéré donc que beaucoup de défenseurs français étaient là. Ils ont convergé vers la ferme. Du coup, le capitaine de Saint-Blanca a demandé du renfort aux 2 autres brigades. Il a envoyé des éclaireurs motocyclistes en liaison pour porter les messages, notamment
l'un de ses EAR, Geoffroy de Navacelle, qui avait gardé sa toute petite moto personnelle surnommée Blue Baby, parce qu'il n'en avait pas trouvé de disponible au garage. On l'avait autorisé à garder sa petite moto personnelle, toute petite, qui ne roulait pas bien vite, mais justement, comme elle était petite, il pouvait se coucher sur la selle et réservoir, et il passait souvent inaperçu à l'abri des pluies. Donc, les officiers des autres brigades ont pu être alertés, et ils ont convergé à leur tour vers la ferme pour essayer de venir en renfort. Par ailleurs, le capitaine de Saint-Blanca a aussi reçu du renfort sous la forme d'un bataillon, le 2e bataillon de marche de l'école d'infanterie de Saint-Mexan, arrivé en autocar. Il était commandé par le capitaine Bleuze, qui faisait fonction de capitaine, de commandant. Alors, 2e bataillon de marche, c'est quoi un bataillon de marche? C'est en fait une unité improvisée faite avec les moyens du bord. Le capitaine Bleuze était un officier solide, expérimenté. Ses élèves n'étaient pas très bien armés. Ils avaient encore le vieux fusil Lebel de la Première Guerre mondiale, fusil modèle 1886, 1,30 m de long, 1,80 m avec la baïonnette. On le surnommait la canne à pêche. Mais malgré tout, ils étaient très bien commandés. Malgré les tirs nourris des Allemands, les cavaliers des brigades Favitsky, Gand et Saint-Paul ont réussi à se faufiler dans les vignes, à converger vers la ferme. Les fantassins du capitaine Bleuze, eux, étaient à découvert, mais opportunément, ils étaient soutenus par un peloton de Charotskis, du premier groupe front de cavalerie. Malheureusement, l'officier qu'il commandait, le lieutenant Pitiot, qui était à moitié sorti de sa tourelle pour mieux voir son terrain d'action, a été tué de plein fouet par un obus anti-char. Donc, les cavaliers et les fantassins ont fini par rejoindre. Les combats ont été extrêmement violents en début d'après-midi, mais les Allemands étaient de plus en plus nombreux, disposaient d'une puissance de feu bien supérieure grâce à leur artillerie, et disposaient du soutien de l'aviation, et même parfois du soutien de l'aviation italienne. À 15h15, la ferme d'Aunis a pris feu. Une des sections du capitaine Bleuze a été menacée d'encerclement. Du coup, le capitaine de Saint-Blanca a décidé qu'il fallait se replier. Le repli devait être effectif à 16h. En fait, il ne faisait, le capitaine de Saint-Blanca, que devancer les consignes du colonel Michon. Le colonel Michon avait reçu en fin de matinée un message du général Pichon, son supérieur, ainsi rédigé. S'il s'avère que la résistance du front face à Saumur est rendue inefficace et sans objet par suite de pénétration profonde par vos dispositions pour manœuvrer en retraite vers moi par le sud de la forêt de Fontevraud. Les blessés intransportables ont dû être laissés sur place dans la cave qui faisait office d'infirmerie, soignés par un élève aspirant de réserve nommé Paravisini, qui était étudiant en médecine. Le repli s'est effectué en bon ordre. Les Allemands ont fini par pouvoir pénétrer dans la ferme après 16 heures. Pistolet au poing, un officier allemand est descendu dans la cave infirmerie. Il s'attendait à voir énormément de blessés, il pensait avoir eu affaire à tout un régiment, et en fait, il a constaté en arrivant dans la cave que les blessés étaient très jeunes et surtout très peu nombreux. Il en croyait à peine ses yeux, il a abaissé son arme, il s'est mis au garde-à-vous et il a déclaré « Cavalerie Kadetten, Tapfer, Soldaten ». Il y avait un EAR alsacien, germanophone, qui a traduit pour ses camarades. Cadet de cavalerie, soldat courageux. En fait, cet officier allemand venait de donner aux élèves officiers de Saumur leur nom de cadet qui est entré dans l'histoire. Quand Paravisini et ses infirmiers sont remontés avec leurs blessés, ils ont été accueillis en haut, dans la ferme, par une double haie de soldats allemands au garde-à-vous qui leur ont présenté les armes et les officiers allemands les ont salués militairement. Un médecin militaire allemand a refait ou a complété certains pansements et il a donné des instructions à l'infirmier germanophone à propos des blessés les plus atteints. Alors, la situation, donc, le 20 juin, les Allemands ont pris position en début de matinée sur la rive sud de la Loire. Ils se sont renforcés tout au long de la journée, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Parce qu'à l'ouest, du côté de Gênes, malgré les efforts des brigades motorisées du capitaine Fols, malgré le peloton d'automitrailleuses du lieutenant de Parseveau, qui commençait d'ailleurs à avoir des ennuis mécaniques, les Allemands se renforçaient aussi. Évidemment, à son PC, le colonel Michon est informé de la situation. Il se rend compte que les Allemands sont en train de contourner Saumur, à la fois par l'ouest et par l'est.
que la ville va être prise en tenaille. En plus, le lieutenant de Buffet-Vent a trouvé la mort au cours d'une mission de reconnaissance qu'il a effectuée sur la rive nord. À 18 heures, le colonel Michon prend la décision d'ordonner le repli, puisqu'il n'a reçu l'autorisation de son supérieur. Il envoie des agents de liaison au capitaine qui commande l'escadron. La nouvelle ligne de défense doit passer à 10 km au sud de Saumur, le long d'un arc allant d'ouest en est par Douai-la-Fontaine, Montreuil-Bellay et Roiffet. Roiffet, où il compte installer son nouveau PC. Toutefois, ça c'est important, il laisse le choix au capitaine Fols, qui commande un de ses escadrons, de côté de Michel, un de ses escadrons de côté, soit de rejoindre les autres brigades, soit au contraire de prendre du champ vers le sud en direction d'Argenton-le-Château. Mais c'est ce qu'il fera, le capitaine Fols, et c'est ce qui lui permettra le 22 juin de mener les derniers combats de l'école de cavalerie. Mais alors, ce que le colonel Michon ignore, c'est que les Allemands s'apprêtent à passer la Loire en force, non plus du côté de Saumur, mais plus à l'est, à Port-Boulet, sur la route qui va de Bourgueil à Chinon. Et ils s'en donnent les moyens, 2 régiments de cavalerie. Malgré la résistance des Français, le 20 juin, 22 heures, ils débarquent en force sur la rive sud. Les positions françaises sont neutralisées et ensuite les soldats allemands du génie enlèvent les barricades du pont que malheureusement les Français n'ont pas pu faire sauter. Ils ont essayé 4 fois, quatre fois ça a échoué. Problème technique, manque d'expérience, en tout cas le pont restait intact. Et évidemment, une fois le pont dégagé, eh bien, tout un escadron cycliste, 2 batteries d'artillerie motorisées, tout un groupe d'escadrons à cheval s'était lancé en direction de Chinon. Donc, au petit matin du 21 juin, les brigades du capitaine de Saint-Ancas ont gagné le parc du château de Chavigny, environ 6 km au sud-ouest de Chinon. Bientôt, le colonel Michon et son état-major rejoint. Le colonel Michon ne voulait pas capituler avec l'étendard de l'école qui représente l'âme de la cavalerie. Il s'est concerté avec ses officiers. Il a décidé d'essayer de s'exfiltrer à la tête d'un petit détachement puissant et mobile qui s'est constitué très rapidement autour du groupe franc de cavalerie du capitaine de Neuchâtel, 8 chars, 8 chenillettes, 4 automitrailleuses, 50 motos et 2 camions chargés d'essence et de munitions. Une centaine d'hommes en tout, commandés par le capitaine de Neuchâtel, qui a donné par instruction aux chauffeurs et aux pilotes de rouler en restant bien espacés pour ne pas constituer une cible facile pour l'aviation allemande. Malheureusement, la grande majorité des élèves officiers et de leurs compagnons d'armes étaient trop nombreux et pas assez motorisés pour essayer d'échapper à l'encerclement des patrouilles motorisées allemandes. Et donc, ils sont restés sur place. Le lendemain, le 22 juin, ils ont été faits prisonniers par le capitaine allemand Wetzel, qui est arrivé avec 12 véhicules motorisés. Mais au bout de quelques jours, le général Feld, qui commandait la division de cavalerie, les a autorisés à regagner leur école à Saumur pour y être gardés prisonniers. Saumur, dont les Allemands avaient pris le contrôle la veille. Alors, le 22 juin, c'est donc le jour où de nombreux élèves officiers ont été capturés dans le parc du château de Chavigny, mais c'est aussi le jour où l'escadron du capitaine Fols a livré les derniers combats. D'abord à Argenton-le-Château, à l'est de Cholet, à 50 km au sud-ouest de Saumur. Donc, l'escadron est arrivé sur place. Il a retrouvé sur place un détachement de cuirassiers, un bataillon de tirailleurs sénégalais, un détachement du génie. Ils sont restés sur place un petit moment. Le lendemain, le 22 juin, en fin de matinée, des Allemands ont pris le contact, mais ils ont été reçus à coups de fusil mitrailleur. Ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 canons anti-chars en position sur une colline. Ils ont fait demi-tour, ils n'ont pas insisté. À 16h15, capitaine Fols a reçu un nouvel ordre. Gagner Bressuire, à 17 km plus au sud, sur la route de Niort. Et l'ordre était précis, il devait tenir la ville jusqu'à 21h. Il y est arrivé à 19h, et c'est à 19h30 que les Allemands ont surgi et sont passés à l'attaque. Tout un régiment, cyclistes, motocyclistes, automitrailleuses. Mais les jeunes Français ont résisté très fermement. Un des officiers du capitaine Foss, le lieutenant de Galbert, a appris qu'un char allemand était en position à quelques centaines de mètres. Il s'est approché, armé simplement de son pistolet, accompagné de son sous-officier, le maréchal des logis de la Brusse, lui aussi armé simplement de son vieux revolver. Les 2 hommes sont arrivés jusqu'à un petit mur, et là, de Galbert a constaté que de l'autre côté du mur,
il y avait un char allemand entouré de cyclistes qui faisait feu sur une des barricades. Les deux hommes, sans même se concerter, ont ouvert le feu en même temps au pistolet. Un cycliste s'est écroulé. L'officier qui était à bord du char est sorti de sa tourelle pour voir ce qui se passait. Il a été atteint de plein fouet par un nouveau tir, le lieutenant de Galbert, qui était dans sa tourelle. Malheureusement, un deuxième char allemand est arrivé, a pris position, a tiré au canon. Le lieutenant de Galbert a été blessé au poumon, son sous-officier blessé au genou, mais il a quand même réussi, avec l'aide d'un adolescent de passage, à transporter le corps du lieutenant de Galbert jusque dans la maison où habitait le jeune adolescent avec sa mère. Et finalement, le lieutenant de Galbert a survécu à ses blessures. Il a fait par la suite une belle carrière militaire qu'il a fini en étant général d'armée et gouverneur militaire des Alpes. Les combats de l'escadron Fols ont été intenses, ils ont duré 1 heure et demie, mais finalement, la résistance des Français n'a pas fléchi, malgré la disproportion des forces, et ce n'est qu'à 21 heures que l'escadron Fols a décroché et a quitté Bressuire, mission accomplie. Il a reçu l'ordre de se replier à une trentaine de kilomètres plus au sud, dans un village nommé Secondigny, à l'ouest de Parthenay. Seulement, Fols n'avait plus que 150 hommes, n'avait plus de chars, n'avait plus qu'une seule automitrailleuse en mauvais état, très peu d'armes automatiques. Il a décidé de se camoufler dans la forêt pour échapper au repérage de l'aviation allemande et il a envoyé des patrouilles motocyclistes en reconnaissance pour savoir quels étaient les villages que les Allemands occupaient déjà. Le lendemain, il a reçu les renseignements dans l'après-midi du 23 juin. Ce n'était pas encourageant. Secondigny était occupé par l'armée allemande, Parthenay aussi. Par ailleurs, ces véhicules n'avaient plus assez d'essence pour aller au-delà de Niort. Et Fols a appris que l'armistice venait d'être signé, qu'il allait entrer en vigueur le 25 juin à 0h35. Donc, il s'est rendu compte que ça ne servirait plus à rien de sacrifier ses hommes pour des combats désormais sans utilité, mais il ne voulait à aucun prix capituler sans combattre. Moyennant quoi, il ne pouvait pas non plus rester sur place parce qu'il n'avait plus de quoi nourrir ses 150 hommes. Donc, il a réuni tous ses hommes, tous ses AR survivants, tous ses rescapés du groupe franc de cavalerie, et les larmes aux yeux, il leur a déclaré ceci. « Mes amis, nous allons nous quitter ici. Armes et munitions doivent être soigneusement enterrées. Vous vous êtes bien battus. Nous avons exécuté tous nos ordres. Je suis fier de vous. Voici mes dernières recommandations. Ne pas se faire prisonnier. Rejoindre isolément ou en groupe la ligne française. Que chacun tente sa chance. Rendez-vous à Montauban. Montauban étant la ville où les chevaux de l'école avaient été évacués juste avant les combats. Il était 17 heures, c'était le dernier appel. Le capitaine Fols n'était pas le seul à avoir les larmes aux yeux, mais beaucoup de ses élèves ont réussi à rejoindre l'armée française isolément ou en petits groupes et à échapper à la capture. Cela dit, ils n'ont pas été les seuls parce qu'en fait, le général Felt, le général allemand victorieux, a décidé le 3 juillet qu'il allait libérer tous les élèves officiers qui avaient été capturés au château de Chavilly. Un beau geste qu'il a accepté de faire en interprétant très généreusement une clause de l'armistice, plus précisément une clause de son article 4, qui prévoyait ceci, je cite, « Les forces armées françaises stationnées dans les régions à occuper par l'armée allemande devront être rapidement ramenées en territoire non occupé. » Oui, mais c'était à condition que ces forces se soient rendues après la signature de l'armistice et non pas avant. Or, dans le parc du château de Chavigny, les jeunes élèves officiers avaient été capturés le 22 juin dans la matinée, alors que l'armistice n'a été signé qu'en fin d'après-midi, à 18h36. Peu importe, le général Felt a fait un beau geste d'un officier de cavalerie allemand pour de jeunes élèves officiers de cavalerie français particulièrement courageux. Et effectivement, dès le lendemain, dès le 4 juillet, une longue colonne a franchi au pas cadencé, dans l'allégresse, la porte d'Aubrac de l'école de cavalerie, direction l'île Bouchard à l'est, en Touraine. En fait, 48 heures de marche à pied, le général Felt avait expliqué aux officiers français que le secteur allait être réorganisé dans l'armée allemande 48 heures plus tard et que son successeur n'aurait peut-être pas les idées aussi larges que lui. Donc, il leur a dit « dépêchez-vous de filer ».
Effectivement, au bout de 3 jours, ils sont arrivés à la hauteur de la ville de Loches, où passait la ligne de démarcation. Arrivés à Loches, les élèves se mettent en ordre, ils respectent les intervalles réglementaires, ils prennent le pas cadencé, chaque brigade étant précédée par l'officier qui la commande. Il est 10h15, la population de la ville est massée sur les trottoirs, elle acclame les jeunes élèves officiers qui ont entonné la Madelon, le célèbre chant de la guerre précédente. Arrivés à la barrière qui marque la ligne de démarcation sur le pont qui enjambe l'Indre, la barrière se lève, les soldats de la garnison allemande se mettent au garde à vous, présentent les armes, et quand les premiers jeunes Français arrivent à sa hauteur, l'officier allemand, lentement, respectueusement, porte sa main gantée à la visière de sa casquette. Voilà qu'ils ont été les actions menées par les jeunes élèves officiers de Saumur en 1940 avec leurs compagnons d'armes. Merci Michel pour cette présentation vraiment à la fois émouvante et détaillée qui nous permet de mieux comprendre ces événements qui se sont déroulés donc en fin juin 1940, de comprendre aussi la suite des événements. Et je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors, j'ai dû on va dire, faire une sélection parce que je pense qu'on aurait pu passer la fin d'après-midi ensemble, voire même le début de la soirée ensemble, puisque c'est un sujet particulièrement intéressant. Alors, la première question que je voudrais vous poser, ce serait de savoir quel a été le bilan des combats qui se sont déroulés sur finalement près de 40 kilomètres en bord de Loire. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a eu des pertes qui ont été comptabilisées. D'après les chiffres que j'ai du côté français, 250 tués ou blessés. Du côté allemand, 132 tués, plusieurs centaines de blessés. Cela dit, en fait, il y a eu énormément de disparus, plus d'un millier par rapport aux 2200 combattants. Autrement dit, beaucoup plus que les 370 rescapés officiels. Autrement dit, si on fait la soustraction, les 250 tués ou blessés par rapport aux 2200 combattants, en fait, heureusement, tous ces disparus n'ont pas dû trouver la mort. Beaucoup ont été blessés et soignés par des hôpitaux militaires allemands et ils n'ont pas pu être comptabilisés avec les autres. Mais du coup, le chiffre exact des pertes du côté français, je ne le connais pas. Mais il a certainement été très élevé. Alors, on a vu le côté des bilans qui est assez difficile, comme vous le rappelez, de comptabiliser. Mais que dire, ne serait-ce que du matériel dont disposaient ces cadets de Saumur? Alors, je vais reprendre l'écrit de Antoine Redier dans son ouvrage intitulé simplement Les cadets de Saumur, mais qui a été paru donc quelques mois après la bataille. Il dit que les 5 brigades d'Éplat, Buffévent, Perrin, Delalance et Trastour, qui, chargées de la défense des ponts et de leurs abords, recevront le choc le plus rude, par la qualité de leur résistance, magnifieront cette bataille perdue, disposent chacune de matériel qui paraît à première vue bien établi. 1 ou 2 groupes de mitrailleuses, 5 ou 6 fusils mitrailleurs, un canon de 25, un mortier de 81 et un mortier de 60. Son écrit continue comme suit. Ces quantités sont misérables au regard du terrain à défendre. En fait, elles suffisent puisque ceux qui vont en user ne sont eux-mêmes qu'une poignée. On compte d'habitude un chef de pièce et 6 servants par mitrailleuse. Ici, chaque groupe de 2 mitrailleuses sera servi par 6 hommes en tout, 3 par pièce. De même, pour les fusils mitrailleurs, les canons, les mortiers. Si quelques mitrailleuses sont d'un modèle récent, tous les fusils mitrailleurs, par contre, ont un passé lourd. Ce sont des armes d'école, des armes d'exercice, dont le sort a été jusque-là d'être démonté et remonté journellement, non sans dommage par les élèves. Autre disgrâce, et j'en terminerai ici, la petite artillerie qu'ont à leur disposition ces jeunes gens de bonne volonté et remarquable qualité, sans doute, mais eux-mêmes sont à l'école des débutants qui n'ont pas encore abordé au cours d'armement le chapitre de ces engins. Alors,
que dire du matériel et aussi de la compétence de nos cadets sur ce matériel-là? Effectivement, ils ont été formés rapidement. Ils avaient des armes d'instruction qui n'étaient pas en bon état parce qu'elles avaient été souvent démontées et mal remontées. Souvent, elles se sont enrayées. Comment dirais-je, le fusil mitrailleur qu'ils avaient était quand même le fusil mitrailleur Mac 24-29, qui était une bonne arme. Par contre, la mitrailleuse, c'était une mitrailleuse de la guerre de 14 qui était un peu ancienne. Leur mousqueton, c'était du millimètre. Bon, comment dirais-je, tiré au coup par coup, bien sûr. C'était une bonne arme aussi. Mais le problème, c'était surtout le fait qu'ils avaient pratiquement très, très peu d'artillerie. Alors, le canon anti-char de 25 mm, c'était le plus répandu dans l'armée française à l'époque. Ce n'était pas un gros calibre, il y avait des canons anti-char plus gros dans l'armée française, mais malgré tout, c'était largement suffisant pour percer les blindages des chars légers allemands, les Panzer I et les Panzer II, qui formaient la majorité encore en 1940 des blindés allemands. Donc, globalement, ces canons anti-chars efficaces, mais ils en avaient très peu, bien sûr. Ils avaient très peu de mortiers et surtout, ils n'avaient pas d'artillerie, puisque le détachement reçu de l'école d'artillerie de Poitiers pratiquement n'a pu servir à rien. Et il n'avait pas d'aviation. Et donc, dès lors que les Allemands ont réussi, avec un peu de chance d'ailleurs dans les deux cas, aussi bien à l'ouest du côté de Gênes qu'à l'est du côté du Petit Puy, dès lors qu'ils ont réussi à prendre position sur la rive sud, là, la disproportion des forces a fait qu'ils ont été assez rapidement submergés, d'où les replis successifs, bien sûr. Mais jusqu'au bout, et, comment dirais-je, malgré cette disproportion des forces, ils ont fait le coup de feu. Ils ne sont pas laissés décourager. En effet, gloire à ces soldats quand on voit en effet le peu de matériel disposé et finalement la Ah force de oui, frappe qu'ils ah ont oui. réussi à avoir. Puisque comme vous l'aviez très bien dit à plusieurs reprises dans votre intervention, les soldats allemands, quand ils arrivaient au niveau des vaincus, se disaient mais vous n'étiez que ce nombre-ci à Oui, opposer une ah oui, aussi oui, grande résistance. Alors, du c'est coup, ça. justement, Ça les a j'en surpris. viens, à cette troisième question. Donc, du coup, c'est comment expliquer justement cette renommée de ces courageux combattants qui finalement a été très rapidement acquise, que ce soit en France et en Allemagne, mais également comment peut-on expliquer la portée qu'ont eu leurs faits d'armes sans oublier les plus connus d'entre ces soldats qui ont participé à ces combats. Alors effectivement, ce sont les Allemands qui ont été les premiers à leur rendre hommage. Déjà pendant les combats à la ferme d'Aunis, mais dès le 4 juillet 1940, excusez-moi, un article est paru dans le célèbre journal allemand Deutsche Allgemeine Zeitung, un journal fondé en 1861, sur la plume d'un de ses correspondants de guerre, un certain Ludwig Sertonis. Et ce correspondant de guerre disait ceci: les aspirants et les cadets de l'école de cavalerie française se délirent opiniâtrement avec des mitrailleuses, des mortiers. Toute une nuit et une journée, ils lutteront sans espoir, dans une situation désespérée, pendant que déjà à leur gauche et à leur droite s'écoulait le flot de la débâcle. Le feu de l'artillerie allemande ne put paralyser cette courageuse résistance, que l'adversaire reconnaît volontiers. Dès que l'artillerie se taisait un instant, de l'autre rive repartaient les mitrailleuses françaises, qui retardèrent considérablement la traversée du fleuve par les Allemands, mais ne purent absolument pas l'empêcher à la longue. La courageuse persévérance des élèves de l'école de cavalerie de Saumur restera toujours une page glorieuse que la division attaquante ne se refusera pas à reconnaître. Et le correspondant de guerre termine en disant: il nous semble intéressant de noter que la division qui prit l'école de cavalerie de Saumur était une division de cavalerie allemande. Donc ça, c'était le journal allemand, mais le commandant allemand Alerz, qui avait combattu à Saumur, a déclaré pendant la guerre un officier roumain qui admirait sa Ritterkreuz, autrement dit sa croix de chevalier de la croix de fer, la plus haute décoration militaire allemande. Il lui a déclaré donc à cet officier roumain, je cite, à propos de sa Ritterkreuz: je l'ai gagné en 1940 contre les cavaliers, de vrais cavaliers, mais pas encore vraiment des hommes par l'âge, des gamins, les cadets de Saumur.
Tout était déjà perdu, balayé pour la France. Mais ces enfants se sont sacrifiés pour l'honneur de leur pays et de leur arme, la cavalerie. Quelle chose curieuse, la guerre. J'aurais été tellement fier qu'ils soient mes fils, ces petits héros de Saumur. Seulement, du fait de leur belle attitude, il a fallu les réduire. Des ordres qui nous ont coûté cher, très cher en hommes. Ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'au dernier, en rendant coup pour coup. Mon cher Émiliane, croyez-en ma parole d'officier. Ces petits cavaliers-là méritaient tous la Ritterkreuz. Voilà ce qu'ont dit les Allemands, sans oublier ce qu'a dit le général allemand Felt lui-même après la guerre, celui qui commandait la division de cavalerie victorieuse. En 1940, nous avons traversé la Belgique et la France sans trop de problèmes, mais à Saumur, nous avons été arrêtés par des gamins. Ça, c'est l'hommage rendu par les Allemands, mais il y a eu aussi très vite des hommages rendus par les Français. Déjà le 1er août à Noïc, près de Montauban, une prise d'armes a été organisée pour les rescapés, présidée par le général Réquin qui avait commandé la 4e armée au mois de mai, au mois de juin. Il a remis la croix de guerre à 12 officiers et à 30 élèves officiers de Saumur. Et en tout, l'école de cavalerie a eu droit à 338 citations et l'école d'infanterie de Saint-Mexan à 34 citations. Durant cette prise d'armes, le colonel Michon, qui était présent, s'est adressé aux jeunes élèves officiers en leur disant « 3 dates marqueront à jamais votre vie militaire. Celle du 20 mai, jour de votre présentation à l'étendard, celle du 18 juin, où vous reçûtes le baptême du feu et où, grâce à votre résistance héroïque, l'armée de Paris évita d'être faite prisonnière, la date de ce jour, enfin, 1er août, où vous recevez la récompense des braves. » Quelques semaines plus tard, le 24 août 1940, à Vichy, l'école militaire d'application de la cavalerie du train était officiellement citée à l'ordre de l'armée. Je cite, « Sous le commandement du colonel Michon, reflétant l'âme de son chef, l'école militaire d'application de la cavalerie du train a combattu les 19, 20, 21 juin 1940 jusqu'à l'extrême limite de ses moyens de combat, éprouvant de lourdes pertes, prodiguant les actes d'héroïsme et inscrivant dans les fastes de la cavalerie une page digne entre toutes de son glorieux passé, a suscité par sa bravoure l'hommage de son adversaire, signé le général commandant en chef Weygand. En fait, comment dirais-je, il me semble que ces cadets de Saumur, en juin 1940, non seulement ils ont sauvé l'honneur du drapeau français, mais en plus, comme l'a rappelé le colonel Michon à Noïc le 1er août, militairement, leur action n'a pas été inutile. Grâce à leur résistance héroïque, l'armée de Paris a évité d'être faite prisonnière. Mais je dirais que plus fondamentalement, l'action qu'ils ont menée avec leurs compagnons d'armes, et notamment ceux du 1er groupe franc de cavalerie, a puissamment contribué à montrer à tout le monde, et notamment aux Britanniques et aux Américains, que malgré la défaite de l'armée française, la flamme de la résistance française n'était pas complètement éteinte, que les braises étaient toujours là, rougeoyantes, et qu'elles ne demandaient qu'à reprendre. Or, psychologiquement, ça compte beaucoup. Et il me semble que cette action, rien qu'au point de vue géopolitique, a joué un rôle important. Elle a contribué à maintenir le prestige de la France, malgré la défaite, le prestige militaire de la France, et de même que 2 ans plus tard, les combats héroïques des forces françaises à Bir Hakeim, qui eux aussi ont marqué les esprits, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, pour compléter vos propos, je lis également dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure, le général Weygand a publiquement affirmé son admiration pour eux, donc les cadets de Saumur, en signant lui-même cette citation de l'école à l'ordre de l'armée, sous le commandement du colonel Michon, reflétant l'âme de son chef, l'école militaire et d'application de la cavalerie et du train a combattu les 19, 20 et 21 juin 1940 jusqu'à l'extrême limite de ses moyens de combat, vous l'avez évoqué, éprouvant de lourdes pertes, prodiguant les actes d'héroïsme
et inscrivant dans les fastes de la cavalerie une page digne entre toutes de son glorieux passé, a suscité par sa bravoure l'hommage de son adversaire. Ah, absolument. Alors, la quatrième question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Donc, sur la cavalerie à proprement parler, le sergent Antoine Carangeau, donc du muserai de la cavalerie, disait que la cavalerie est une arme d'élite, une arme d'audace qui va au contact et qui va toujours de l'avant. L'esprit cavalier découle directement de l'esprit de la chevalerie et en 1940, cet esprit anime tous les cadets. Que pensez-vous de cette citation ? Elle est tout à fait pertinente, effectivement. Par définition, la cavalerie agit par le mouvement et donc elle est toujours en avant-garde, elle est toujours la première à aborder l'ennemi au début des opérations militaires. Inversement, quand ça se passe mal, c'est toujours elle qui est à l'arrière-garde et qui couvre la retraite de l'infanterie pour éviter que cette retraite ne se transforme en déroute. C'est ce qu'a fait, par exemple, la cavalerie française en 1914. Si la retraite de l'infanterie française en 1914, à la fin du mois d'août, n'a pas tourné à la catastrophe, c'est parce qu'elle a été couverte par la cavalerie. C'est bien évident. Elle est toujours la première au contact et comme elle agit par le mouvement, bien souvent, elle essaye de bénéficier de l'effet de surprise, qu'elle combatte à cheval, à pied ou de nos jours avec des véhicules blindés. Par conséquent, les valeurs qui sont vraiment à l'honneur chez les officiers de cavalerie, c'est à la fois l'audace, l'allant et la rapidité dans le coup d'œil pour apprécier très rapidement une situation tactique et décider très rapidement s'il est possible de charger, s'il est possible de progresser par ici ou bien par là, quel est le dispositif qu'il faut adopter. Les officiers de cavalerie sont entraînés à réfléchir et agir vite et de préférence bien, évidemment. Donc, c'est dans son esprit, effectivement. L'allant, ça fait partie de la cavalerie. De même, et ça c'est une tradition bien ancrée, l'élégance. À Saumur, l'élégance ça a toujours été à l'honneur. C'est vrai, je suis tout à fait. Et justement, pour aller plus loin, donc en parlant de cette cavalerie, cette élite française, donc après ces événements qui, d'une certaine manière, transforment des défaites en gloire, quel a été le devenir de la cavalerie française pendant la guerre, puis par la suite, nous pouvons penser à la guerre d'Indochine, à la guerre d'Algérie, ou même plus récemment à la guerre du Koweït. Eh bien, à vrai dire, une décision très importante a été prise à Alger le 1er décembre 1942 par le général Giraud, qui commandait l'armée française d'Afrique, jusque-là pétainiste mais anti-allemande, et qui s'est rallié aux Américains et aux Britanniques en novembre 1942, après le débarquement britannique et américain donc en Algérie et au Maroc, et après, en réaction, l'invasion de la zone libre en métropole par l'armée allemande en violation de l'armistice. Donc, le 1er décembre 1942, à Alger, le général Giraud a créé l'actuelle arme blindée cavalerie. Alors que dans les années 30, il y avait eu des disputes incessantes entre l'infanterie française et la cavalerie française, qui chacune voulait avoir des chars, il a été décidé que désormais tous les chars reviendraient à la cavalerie. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pendant la campagne de Tunisie, à laquelle l'armée française d'Afrique a participé, de novembre 1942 à mai 1943. En 1942, en novembre, donc l'armée d'Afrique a remobilisé. En fait, les Français d'Afrique du Nord, les pieds noirs, ont été mobilisés deux fois. Une première fois en septembre 1939, comme tous les Français, démobilisés en juillet-août 40 après l'armistice, du moins ceux qui n'avaient pas été tués ou capturés, mais ils ont été tous remobilisés en novembre 1942 et ils ont combattu jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la guerre. Donc tous les réservistes français et algériens, plus de très nombreux volontaires marocains et tunisiens qui sont enrôlés. Et donc, la cavalerie française a pris part à la campagne de Tunisie, aux côtés britanniques et des Américains. Mais au départ, évidemment, ces blindés de la nouvelle arme blindée cavalerie étaient surtout virtuels, parce que malheureusement, presque plus à cause des clauses de l'armistice. Et donc, la cavalerie française a combattu essentiellement avec les chevaux de ces régiments de chasseurs d'Afrique, de ces régiments de Spahi, et avec les chevaux de ces goumiers. Cela dit, ces cavaliers français se sont très bien battus, ils étaient extrêmement motivés, et en fait,
Le fait d'être à cheval, ça a plutôt parfois été pour eux un avantage parce que le relief d'une bonne partie de la Tunisie étant montagneux, assez accidenté, parfois les chevaux étaient plus à l'aise que les blindés. Moyennant quoi, malgré tout, dans le courant de l'année 1943, le général Giraud, qui s'entendait très bien avec les Américains, a réussi à obtenir beaucoup de matériel américain, notamment beaucoup de blindés, et donc 3 divisions blindées ont pu être constituées avec des chars et des automitrailleuses de fabrication américaine. Ça a permis la constitution de la première division blindée, de la 5e division blindée, qui ont combattu sous les ordres du général Delattre de Tassigny, d'abord en Provence en août 1944, puis qui ont remonté la vallée du Rhône, qui ont libéré Lyon, puis Dijon, puis ensuite l'Alsace, qui ont franchi le Rhin, qui ont pénétré en Allemagne, et puis aussi, bien sûr, la 2e division blindée du général Leclerc, qui a libéré Paris, puis Strasbourg. Moyennant quoi, il était prévu au départ une 4e division blindée, mais il n'a pas été possible de la constituer parce qu'en Afrique du Nord, malgré tout, la population était majoritairement maghrébine, pas forcément toujours bien éduquée, et on manquait de techniciens français, on manquait de techniciens compétents, on manquait de mécaniciens compétents, donc seules 3 divisions blindées ont pu être constituées. Résultat, plusieurs régiments à cheval ont été maintenus, dont certains ont constitué à la fin de la guerre la première brigade de Spahis à cheval du colonel Bruno, qui a combattu en Alsace au début de l'année 1945, très efficacement, qui ensuite est passée en Allemagne elle aussi, et qui a combattu très efficacement en Allemagne dans le massif montagneux de la Forêt-Noire. Alors globalement, à la fin de la guerre, l'armée française, elle avait environ 2000 chars américains M4 Sherman, qui sont d'ailleurs restés en service assez longtemps dans l'armée française, de 1945 à 1960. Le Sherman, c'est le char du débarquement, en fait. C'est le char de la 2e DB, les chars qui ont libéré Paris. Et puis, en plus de ça, en 1963, l'armée française, l'arme blindée de cavalerie, a reçu en plus 900 chars américains M47 Patton, plus puissants, avec un canon de 90 mm. Par la suite, en 1966, 1200 chars à MX-30. C'est sur ces chars-là que j'ai été formé à Saumur pendant mon service militaire. 1200 chars MX-30 qui sont restés en service jusqu'en 2018. Et depuis 2004, les nouveaux chars lourds de l'armée française, ce sont les fameux chars Leclerc. Mais malheureusement, l'arme blindée cavalerie n'en a plus que 200. Car évidemment, au lendemain de la guerre froide, les budgets militaires européens et notamment français ont fondu comme neige au soleil. Pour vous donner une idée, j'ai noté le chiffre quelque part. En 1988, à la fin de la guerre froide, il y avait encore 17 régiments de chars lourds dans l'armée française. Désormais, il n'y en a plus que 4. Et en 1977, à l'époque de mon service militaire, il y avait 2200 chars dans l'armée française. Il est vrai qu'à l'époque, il y en avait 4000 environ dans l'armée ouest-allemande, il y en avait 10 000 dans l'armée américaine, et il y en avait plus de 40 000 dans l'armée soviétique. Désormais, on en est à 200. Voilà. On a une bonne armée, mais squelettique. Malheureusement, les effectifs les plus faibles depuis Louis XIII au XVIIe siècle. Et justement, la France avait 20 000. On va être plus loin que notre sujet, mais est-ce que justement, il faut s'en inquiéter de ce chiffre en baisse? Oui, je crois que désormais, même nos hommes politiques s'en inquiètent, et les généraux s'en étaient toujours inquiétés. Bien sûr, la qualité des hommes et des équipements, c'est important. Le matériel français est de bonne qualité, les officiers, les combattants français sont très bons, mais malgré tout, le nombre continue à jouer. On le voit bien en Ukraine actuellement. Les Ukrainiens, tactiquement, sont très supérieurs aux Russes, mais les Russes tiennent le coup parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Alors, on pourrait en revenir dans une autre émission, mais en effet, se dire que est-ce que l'Europe ne se croyait pas justement à l'abri d'une guerre aux portes de ses frontières, quelque part, même si l'Ukraine ne ferait pas partie de ses frontières immédiates. Et justement, avec la guerre que l'on rencontre depuis février l'année dernière, donc 2022, les cartes se redistribuent-elles? On en reparlera peut-être dans une ancienne émission. Alors, pour revenir sur nos cadets de Saumur, là, ma prochaine question sera encore une citation. Donc là, je cite le lieutenant-colonel Pierre Garnier de
Labarèvre, conservateur des musées militaires de Saumur, qui disait donc dans un reportage fort intéressant sur le sujet des cadets de Saumur que d'un point de vue purement militaire, ces combats ont permis de retarder les Allemands de 48 heures. D'un point de vue tactique, ces combats n'ont pas servi à grand-chose puisque dès le 20 juin 1940, les Allemands avaient franchi la Loire à Angers et dans la journée du 21, ils étaient déjà à Cholet. C'est un combat retardateur qui a permis de fixer une partie des troupes allemandes, mais qui n'a absolument pas changé le combat. On est plus dans le côté moral, glorieux, voire du panache, que dans l'efficacité militaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Pas tout à fait, car comme l'a rappelé le colonel Michon au mois d'août, près de Montauban, malgré tout, cette résistance avait freiné l'armée allemande pendant plus de 2 jours, et cette résistance a beaucoup contribué à ce que l'armée de Paris du général Hering réussisse à échapper à l'encerclement. Cela dit, c'est vrai que le combat était stratégiquement perdu d'avance. Il était évident que la progression de l'armée allemande allait continuer. Et effectivement, dès le 20 juin, ils avaient franchi la Loire à Angers, ils avaient franchi la Loire de l'autre côté. Donc, ce n'était qu'une résistance provisoire qui n'allait pas changer le cours des choses. La retraite globale de l'armée française allait continuer. Justement, le seul endroit où... Oui. Le seul endroit en 1940 où la pression de l'armée allemande, je parle bien de l'armée allemande, pas de l'armée italienne, a pu être enrayée, c'est dans la vallée du Rhône, au sud de Lyon. Et justement, c'est une brigade de cavalerie qui a opéré très efficacement. La première brigade de Spahis du colonel Jouffrault, qui a réussi donc à verrouiller la vallée du Rhône au sud de Lyon. En fait, ces escadrons à cheval ont rendu la vie impossible aux colonnes motorisées allemandes dans les contreforts de Vivarais, ce qui fait que la progression des troupes allemandes le long de la vallée du Rhône vers Marseille a été enrayée. Et les Allemands n'ont jamais pu s'emparer de Marseille. Mais par contre, partout ailleurs, sauf du côté italien, la situation militaire était désespérée, ça c'est évident. Et ça permet en effet de nuancer cette idée qu'en effet, il n'y a eu, entre guillemets, pas d'efficacité militaire et qu'il s'agirait que d'un certain panache ou même glorieux. Mais justement, ça me permet d'en venir à ma dernière question que j'aurai pour aujourd'hui. Donc, le 18 juin 2016, à Paris, le pont de Grenelle devient le pont de Grenelle cadet de Saumur, donc à la gloire de ces jeunes soldats et de leur chef. Entre le pont de Bir Hakeim et celui du Garigliano, 2 victoires militaires décisives dans la lutte contre les nazis. Ce pont de cadet de Saumur rappelle, et justement c'est à propos du fait de nuancer la citation précédente, que des victoires morales ne sont pas moins importantes pour retrouver la liberté. Alors, je vais conclure sur cette question. Pensez-vous, Monsieur Scheepers, qu'en effet, il existe des défaites glorieuses qui honorent également la France ? Bien sûr, et on peut penser par exemple à cette célèbre défaite de la Légion étrangère au Mexique, à Cameron. Et tous les ans, la Légion étrangère fête très officiellement la bataille de Cameron. C'est une défaite glorieuse, effectivement. Ils étaient à la fin une poignée d'hommes, ils ont tenu tête à 2000 Mexicains pendant toute une journée. On peut aussi citer les dernières cartouches des combats de l'infanterie de marine à Bazeilles, en 1870, près de Sedan. Là encore, les marsouins ont combattu très, très courageusement jusqu'à épuisement de leurs munitions. Un tableau célèbre en a été fait, je crois, par De Taille. Les forces morales, ça compte beaucoup en temps de guerre. Oui, ça c'est une très belle citation que je garderai. En tout cas, je vous remercie d'avoir pu partager ce temps avec vous pour évoquer cette folle aventure quelque part des cadets de Saumur qui ont rendu la gloire à la France dans un moment où en effet celle-ci était quelque part en perdition. J'espère vous revoir dans d'autres émissions sur peut-être le même sujet ou d'autres sujets que nous aurons plaisir de détailler un peu plus. Donc merci également à tous ceux qui regarderont cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles émissions. Merci Michel Scheepers, à bientôt. Merci à vous, merci beaucoup.